Salut tout le monde, c'est Matt. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais prendre un moment pour mentionner, de la part de toute l'équipe de toutsurlehockey.com, que nos pensées sont dirigées vers les victimes de l'horrible tragédie survenue dans la ville de Québec le 31 octobre dernier. Nos pensées se dirigent également vers les familles et les proches de ces victimes et nous souhaitons que vous aurez tout le support nécessaire. Un petit mot également pour remercier les policiers de la ville de Québec, les paramédics, le personnel hospitalier et tous les autres acteurs qui ont eu un rôle à jouer dans cette intervention. Soyez forts. Salut tout le monde et bienvenue dans le TSLH Podcast. Avant de commencer, j'aimerais remercier Pierre-Olivier Perron, qui est responsable de notre audio sur le podcast, de notre interlude et de notre thème pour notre podcast, ainsi que Florent, qui s'occupe du support visuel au niveau du podcast. Ce soir, nous recevons un invité. Pour la première fois sur le podcast, on vous offre un contenu plus dirigé vers une entrevue. Notre invité ce soir, c'est Martin Pouliot, recruteur professionnel pour les Capitals de Washington. Martin, comment ça va? Ça va bien? Ah ben, yes. T'es-tu toujours à Washington ou t'es revenu au Québec dans cette situation de pandémie qu'on connaît? Ben moi, je reste ici à Québec, fait que on n'a pas pris l'avion depuis mars maintenant. Fait que OK. si je vais à Washington, je te dirais 5-6 fois par année. OK. C'est bon. Ben, on va en venir à ça justement, là, tu sais, comment ça fonctionne avec la situation qu'on connaît présentement au niveau du recrutement. Mais d'abord, j'irais plus vers une question générale. Les gens qui nous écoutent sont vraiment intéressés à savoir, en fait, en quoi ça consiste le travail de recruteur pro pour une organisation de la Ligue nationale. Pourrais-tu nous en dire Ouais. plus là-dessus? C'est sûr qu'il y a une différence entre l'amateur et le pro. L'amateur, c'est que les gars font des games puis font des rapports sur les gars qui sont admissibles au prochain repêchage. Tandis que le dépistage professionnel, ça consiste de voir des games dans la Ligue américaine, un petit peu dans la Ligue nationale pour aider dans les meetings avec les boss au niveau des transactions. Fait que c'est la grosse différence entre l'amateur et le professionnel. Moi, j'ai fait de l'amateur pendant, je dirais, ça fait 22 ans que j'étais avec les Caps. C'est à peu près un tiers, là, je te dirais 7-8 ans. J'ai fait de l'amateur, puis après ça, je suis tourné pro. Fait que là, j'aide plus le directeur gérant, l'assistant directeur gérant, les autres recruteurs professionnels. Comme je t'ai dit, on fait des meetings 5-6 fois par année, puis c'est surtout pour les transactions, puis les agents libres. Et est-ce que tu as une division, une association précise ou un territoire précis? C'est sûr qu'en résidant à Québec, ben c'est sûr que mes équipes à domicile, c'est le Canadien, c'est Laval, c'est toutes les équipes qui sont alentour un peu, Belleville, Ottawa. Fait que, je te dirais, je passe peut-être la moitié de mon mois dans ces équipes-là. Puis après ça, l'autre 15 jours, ben là, je vais à l'extérieur. Je m'en vais dans d'autres villes. Dans la Ligue américaine, je fly de Québec, je m'en vais à Boston, je me loue un char à Boston, puis je fais des games alentours, là, à Providence, à Springfield. Fait que Le rêve. ça consiste la job un peu, là. Est-ce qu'il y a un seul recruteur pro dans le territoire de Québec ou vous êtes plusieurs ici? Je dirais, il y a 2 gars qui sont aux États-Unis, un dans l'ouest des États-Unis puis un dans l'est. Puis au Canada, il y a Matt Bradley qui a joué pour les Caps, qui est recruteur professionnel depuis. On a engagé Matt, je crois que c'était en 2015. Fait que ça fait 5-6 ans qu'il est avec nous, là. Fait que lui, il reste à Ottawa. Fait que c'est sûr que quand il est à la maison, lui, quand il fait 15 jours ici, ben moi, c'est dans mon 15 jours que je sors à l'extérieur. Puis quand moi, je reste
alentour de Montréal, Ottawa, ben là, c'est Matt qui sort et qui s'en va ailleurs. OK. Puis, est-ce que ton travail il tourne juste autour de l'aspect des transactions ou parfois tu peux être prêté dans différentes sphères un peu du recrutement au niveau de l'organisation? Je peux être, étant donné que j'ai fait de l'amateur, puis c'est le même dépisteur-chef qu'on a depuis mes 20 quelques années avec les Caps, Ross Mahoney, c'est un monsieur de Regina. C'est lui qui était dépisteur-chef tout le temps que j'étais dans l'amateur, puis Ross, il a eu une promotion, il est assistant gérant maintenant, fait que il aide, c'est lui qui prend la grosse décision là, au niveau des choix de repêchage haut, surtout les premières rounds et les deuxièmes rounds. Puis après ça, dans les rounds 3. Autrement dit, lui, il voit juste les peut-être 30, 40 meilleurs prospects à chaque année. Fait que puis la décision finale revient souvent à lui. Là, OK. Vous avez un pitch, là, mais souvent, c'est souvent lui qui prend la décision. Là. C'est ça. OK. Puis comment ça se passe au niveau transactionnel? Est-ce que les demandes viennent de l'organisation? Nous, nos besoins sont au niveau, exemple, des attaquants. Qu'est-ce que tu aurais à nous proposer? Est-ce que les commandes viennent d'en haut ou c'est vraiment toi qui apportes tes suggestions à l'organisation? C'est sûr que les commandes viennent d'en haut. Souvent, ça part en arrière du banc. Le coach fait la transmission au directeur gérant, puis dit je suis pas content de tel défenseur, ça me prendrait un 4e défenseur gaucher en plus. Fait que là, c'est sûr que la commande s'en va du coach jusqu'au directeur gérant. Là, le gérant parle à ses gars de hockey, à nous, puis là, il dit OK, gars, sur le marché, j'ai parlé aux autres directeurs gérants dans la ligue, puis tel défenseur gaucher est disponible, puis ça rôde souvent peut-être un 10-15 gars qu'on va suivre, puis qu'on sait qu'il y a une possibilité de sortir dans l'autre équipe. Fait que là, durant ces mois-là qu'on va voir des matchs de hockey, ben on sait là les gars qui sont sur la table, dans le fond, les genres de 10-15 joueurs potentiels qui peuvent nous intéresser. Puis là, au fil des discussions entre les directeurs gérants, il y a encore plus d'ouverture. Là. Fait que là, le directeur gérant nous met au tabac de tout ça, disant OK, telle équipe, je pense qu'il veut vraiment travailler de quoi avec moi, c'est quoi les rapports sur lui, c'est quoi que vous pensez, est-ce qu'on fait une bonne affaire, les gars, est-ce qu'on y va? Fait que, non, c'est une job qui est à l'arrière-plan, correct, mais que quand tu es dans l'action, que tu savoures, là, que c'est vraiment le fun d'entendre que toutes ces discussions-là, que tout. Ben oui, c'est sûr. J'entends parler qu'il y a des rumeurs, qu'il y a des journalistes qui sortent des rumeurs que tel gars était sur le marché de transactions, puis moi, c'est mon directeur gérant qui vient de me confirmer pantoute, je viens de jaser avec, ça fait 3 jours, ce directeur gérant-là, puis c'est sûr que ce gars-là ne sort pas. Fait que souvent, c'est pour ça que quand j'écoute les shows de TV puis les shows de radio, ben, j'ai de l'information, moi, que je sais qu'il y a des fois qui sont dans le mille, mais qu'il y a des fois qui sont totalement dans le champ. Ben, c'est intéressant ce point de vue-là parce que nous, on est un site web qui pas qui se fie là-dessus, mais de l'information comme ça, souvent, on aime ça un peu la prendre puis la commenter, si on veut, dans nos textes. C'est intéressant le point que tu amènes au niveau des rumeurs, ce qui se passe en arrière, tout ça, le point de vue organisationnel, c'est intéressant. Parce que c'est un milieu assez fermé, je pense. Il ne doit pas avoir beaucoup de fuites, je pense, selon moi. Là. Je pense que comme chaque individu qui travaille dans des équipes de la Ligue nationale, je pense que c'est un code, ça, de faire attention à qui tu parles puis de qu'est-ce que tu dis pour pas te mettre dans le prétin, puis d'être dans la merde, dans le fond, là, fait que, non, fait que, le plus discret que t'es, ben, mieux que c'est. Mais est-ce qu'il y a des, peut-être stratégiquement, des façons de faire fuiter des choses pour s'avantager en tant qu'organisation? Est-ce que c'est des choses qui arrivent? C'est sûr. Je peux pas dire que nous, mais je suis convaincu que ça peut se faire ailleurs, puis, qu'il peut y avoir des gens qui partent des fausses rumeurs, souvent pour envoyer telle équipe ou tel directeur gérant sur une fausse piste, si ces gens-là croient ça. Fait que.
sais, parfois, c'est ça le mot d'ordre dans le milieu un peu médiatique, c'est qu'on utilise d'autres marchés pour faire monter les enchères. Tu sais. C'est un peu là-dessus que Max t'enlignait, je pense. Ouais, ben c'est particulièrement le 1er juillet. Ben, cette année qui n'était pas le 1er juillet, je pense que c'est quelque chose qui... Ça, j'étais curieux de poser la question, là. Ben ça, je peux pas commenter quelque chose que je sais pas, mais je veux juste te dire que ça pourrait être possible. OK. Ah, c'est Le ça. monde des négos. Ouais, le fameux monde des négos. Mais, tu sais, si on revient un peu en arrière, tu sais, ton parcours au niveau professionnel, au niveau scolaire, oui et non, mais en fait, la question va être un peu au sens large. J'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours qui t'a amené à être justement un recruteur au niveau d'une bonne organisation. On s'entend, les Capitals de Washington, c'est quand même assez prestigieux comme organisation. Ton parcours pour te rendre là, ça ressemblait à quoi? Moi, c'est une chance que j'ai eue. Un de mes copains, Alain Rioux, ici à Québec, il a joué à l'ingénieur majeur, il a joué pour les Remparts. Son frère, c'est Pierre, c'est le directeur gérant de Bécomo dans l'ingénieur majeur. Alain est un bon copain à moi, puis il travaillait pour Dallas. Il avait joué au hockey en Europe pour Bob Gainey. Avec Bob Gainey, quand Bob Gainey a fini sa carrière. Alain puis lui se sont rencontrés en France, je pense. Puis, ils sont liés d'amitié. M. Gainey a eu une job de directeur gérant à Dallas. Il a amené Alain avec lui comme dépisteur. Alain, je crois qu'il a travaillé 2-3 ans pour lui. Il faisait du dépistage amateur pour le Québec, pour Dallas. Ouais. Puis là, Alain s'est trouvé un autre domaine. Il est rentré dans les placements financiers. Puis là, Bob Gainey il a demandé, il dit, pourras-tu nous trouver un gars de confiance pour le Québec? Fait que là, Alain, en jouant au hockey avec lui, puis il était un de mes bons copains. Il me semble que je te verrais là-dedans. Il dit, t'es un mordu du sport, tu connais le football, le baseball, le hockey, tu connais tous les joueurs. Tu sais, puis il dit, il me semble que je te verrais. Ouais, je me dis, tabarouette, Alain, il dit, je parlais Gwyn Landley, puis j'ai dit, je serais même pas capable de passer l'entrevue. Il dit, non, il dit, vas-y, il dit, j'ai un bon feeling. Il dit je pense qu'il pourrait te prendre. Fait que là, je me souviens, je pense que j'étais 25 ans, 30 ans, pas plus que ça, parce que ça fait 22 ans que j'étais avec les Caps, puis j'ai travaillé avec Dallas un an. Fait que je devais En avoir... 98, je pense. Oh, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, je monte à l'aéroport de Dorval, je rencontre Todd Button, qui est pour TSN. Mm-hmm. Puis, je fais l'entrevue avec Todd Button puis Tim Bernard à l'aéroport. Puis là, j'essaie de m'exprimer le mieux possible, puis je suis hyper nerveux. Puis... Fait que là, je redescends à Québec. Alain me demande, puis comment c'était? Ben, je pense que ça a été correct. Je sais pas si mon anglais était assez bon, mais j'ai dit que quand même. Fait que là, une semaine après, ils me rappellent, ils disent t'as job, Martin, on te prend. Il dit tu vas avoir ça de dépenses, tu vas couvrir Québec, Shawinigan, Chicoutimi, toutes les équipes alentours. Parfait, fine. Fait que là, j'ai travaillé un an pour Dallas. Là, en étant dans le business, en donnant des rides à des dépisteurs-chefs, en travaillant, en regardant, tu sais, fait que là, je me suis lié d'amitié avec le dépisteur-chef de Washington. Puis, dans l'été suivant, il m'a appelé, il dit, je me suis parlé avec ton boss, il dit, ça serait correct, il dit, si tu veux faire le switch, il dit, on a un contrat pour toi, puis il dit, tu t'en viens avec Washington. Fait que là, je suis parti avec Washington. Ça, c'était la gang à David Poile. Puis, à peu près, je crois que c'est pas longtemps après, la plupart David Poile a été congédié de Washington. C'est George McPhee qui est arrivé. Puis David Poile a tout emmené sa gang qu'il avait. Puis moi, étant donné que ça fait juste un an que j'étais jeune, fait que George McPhee a juste gardé moi, puis il a gardé notre dépisteur russe, Gleb Chistikov, étant donné qu'on était jeunes, qu'on était dans la vingtaine, dans le fond. Okay. Puis là, après ça, là, George McPhee a engagé Ross Mahoney, puis là, Ross a emmené sa gang, Steve Bowman, Dale Durkach, puis là, on a formé, tu sais, Ross a comme amené sa gang à lui. Puis il a gardé moi puis Gleb. Puis là, okay. C'est là que je faisais du dépistage amateur. Puis dans un meeting à Vegas, à peu près 7-8 ans après,
Rossi m'a demandé, il dit, on aime bien les rapports que tu fais sur les joueurs, puis il dit, on aime la manière comme tu es, il dit, on voudrait donner une chance comme temps plein, il dit, tu voudrais-tu devenir temps plein? Fait que là, j'ai considéré ça, puis je suis tombé temps plein avec les Caps à partir de ce moment-là. Donc, ça a vraiment parti de « je suis un grand amateur de hockey, de sport, un contact, puis bang ». Ben, j'avais fait du dépistage pour Victoriaville dans le Ok. junior majeur au hockey avant, par exemple. OK. J'ai coaché 1 an à Victoriaville, puis les 2 années précédentes, j'avais été dépisteur pour eux. Fait que j'avais ce côté-là de dépistage, je l'avais pris junior un petit peu. Fait que, tu sais, je conseillerais jamais à n'importe quel individu de s'en aller dépisteur dans la ligne nationale tout de suite sans faire tes rangs dans le junior ou dans le collège un peu avant. Puis le junior, ça s'était fait comment, la connexion avec les Tigres? C'était fait Pierre Roux, qui était directeur gérant des Tigres de Victoriaville à l'époque. Alain Rajotte était le coach en chef. Puis je faisais des tournois de softball de compétition avec Pierre Roux. Pierre Roux jouait au premier but. Moi, j'étais receveur. Puis Pierre avait dit à Alain Rajotte, il dit, j'aurais un gars pour toi, il dit, coach dans le baseball à Charlebourg. Puis ça, c'est dans nos années que je coachais Charlebourg, puis qu'on a gagné 5-6 championnats en ligne. Fait que là, il dit, je pense qu'il dit, ce gars-là pourrait t'apporter quelque chose. Fait que là, j'ai coaché un an, là. C'est le même que j'ai passé. Ouais. C'est par l'entremise du baseball. Tu sais, c'est un peu un cheminement, là, qui est pas, tu sais, puis scouter, souvent, c'est une job d'anciens joueurs qui sont copains avec le directeur gérant, qui engagent ses buddies, ses chums à lui, parce que, tu sais, c'est un travail qu'il faut que tu aies confiance aux gens que tu engages aussi. Tu sais, si tu jases trop, il faut que tu fasses attention, il faut que tu sois réservé, il faut que tu sois à ta place, puis il faut que tu sois le plus accurate possible là, sur les joueurs. Au niveau, je suis curieux, au niveau des différences entre le scouting, quand tu scoutes dans la LHMQ, quand tu scoutes amateur, et le scouting pro, j'imagine que la plus grosse différence, c'est vraiment quand tu scoutes amateur, c'est de voir le gars dans 5 ans, à quel niveau il va être, mais pro, c'est de voir ce qu'il peut amener à ton équipe en ce moment, ou il faut aussi voir à plus long terme. J'imagine que ça dépend aussi des demandes du directeur général. Non, mais je pense que tu es dans le mille quand tu dis ça. C'est sûr que quand tu fais de l'amateur, c'est une projection beaucoup plus lointaine. Puis tu as un taux d'espérance qui vire bien le plus possible. Mais tu rappelles, le gars, il a 17 ans. Puis pour les marches normales, le gars ne jouera peut-être pas dans la ligne nationale avant 21 ans, 22 ans. Fait que, tu sais, c'est une projection qui était plus lointaine. Tandis que quand tu fais du dépistage professionnel, puis que je vois les gars dans la ligne américaine, ben, tu sais, ils sont beaucoup plus proches, là. Tu sais, t'es plus en mesure, puis je pense que ton taux d'efficacité est bien meilleur là, parce que tu le vois, le produit fini, là. Quand le gars a 17 ans, 18 ans, tu ne sais pas encore, là. S'il va l'améliorer, son coup de patin, ou bien si son sens du jeu va se développer puis va devenir meilleur, même si je pense que c'est quelque chose qui est un peu inné, un peu, là, le sens du hockey, là, c'est quelque chose qui est bien, bien dur à améliorer, je pense. Ben justement, ça m'amène à une question, parce que moi, j'ai mon idée sur la chose, mais je suis curieux d'avoir l'opinion d'un professionnel. C'est quoi la chose qui s'améliore le mieux ou le plus facilement chez un jeune? Je pense que c'est le coup de patin. OK. Je pense que c'est quelque chose, là, le sens du hockey, les mains, les habiletés de marqueur, tu ne deviendras pas un marqueur dans la ligne nationale si dans le Pee-Wee puis dans le Bantam 2A, tu scores à juste 4 buts. Là, des Manta puis des joueurs de même qui sont marqueurs de buts. Anthony Manta, je sais pas ses stats mineurs, mais je suis convaincu qu'on irait voir tous les 4 ensemble puis qu'on en regarderait. C'est sûr que d'après moi, dans le Pee-Wee 2A, il doit avoir scoré 50-60 goals. Il a dû remplir le net un peu, je pense. Ben, quoi que c'est un choix de 5e ronde dans la LHMQ quand même. Là. Ça devait pas être si exceptionnel, mais c'est sûr que quand tu l'as scoré, tu l'as. Là. Ouais, je pense qu'il y a une bonne transformation physique avec lui, je pense. Ouais, vraiment. C'est là qu'il a grandi puis qu'il a débourré. Ouais. Mais ouais, content, mais c'est ça. Fait que ça, le coup de patin, c'est ce qui s'améliore le plus. Donc j'imagine qu'au niveau professionnel, est-ce qu'on
qu'il y a encore une grosse amélioration qui est possible au niveau du coup de patin à 24-25 ans? C'est un petit peu plus difficile, je crois. Puis je n'ai vu, là, des gars qui étaient bons joueurs, qui étaient bons marqueurs dans le junior, mais qui n'ont pas été capables de passer la Ligue américaine, puis c'était juste une question d'exécution, une question de patin. Pourquoi ils n'étaient pas capables de faire la transition entre la Ligue américaine puis la Ligue nationale. C'est-tu pas mal, à ton avis, le point qui te concerne le plus lorsque tu regardes un joueur, que ce soit au niveau junior ou de la Ligue américaine? C'est-tu vraiment le point sur lequel tu te concentres le plus, le coup de patin? Moi, je te le dirais, ça dépend de chaque dépisteur. C'est sûr qu'il y a des dépisteurs que le coup de patin, c'est la chose primordiale qu'ils regardent sur un joueur. D'autres, c'est le sens du hockey. D'autres, c'est le caractère. C'est le devoir, c'est le travail fort. Puis, je pense que c'est ça là, qui fait que tu dois avoir un staff, un groupe de recruteurs le plus homogène possible. Parce que si tu as tous des gars qui veulent juste être je veux des toughs, je veux du caractère, ben t'es comme en tout et partout, ben tu vas repêcher de cette façon-là. Puis là, tu vas peut-être manquer une main, tu vas manquer, tu ne seras pas si vite parce que tu prônais le caractère. Fait que je pense que les meilleurs scouting staff dans le pro, c'est ceux-là qui sont plus homogènes un petit peu, qu'il y a des gars qui aiment un peu le skill, qu'il y a des gars qui aiment le sens du hockey, d'autres le patin, d'autres le caractère. Fait que, d'autres le size, d'être gros et fort, tandis que d'autres qui veulent tirer vite. Là. Fait que, le plus, quand la plupart des staffs, on est tous 13, 14, 15 scouts. Fait que, si tu en as 15 qui prônent toute la même affaire, ben tu vas repêcher rien que ça, autrement dit. Mm-hmm. Mais justement, dans un groupe de staff, comment ça se passe les discussions? Est-ce que chacun apporte son idée sur un joueur ou ceux qui... C'est sûr que ça dépend aussi du nombre de fois que chaque gars a vu le joueur. Mais comment ça marche les discussions? Est-ce que des fois, ça devient vraiment animé puis il y en a qui pensent pas la même affaire pantoute d'un gars puis ça donne des belles grosses discussions? Oui, c'est sûr qu'il y a même des belles grosses discussions à l'occasion. Puis encore là, c'est parce que il y en a un qui prône le caractère, puis l'autre qui prône le skill, puis l'autre disant à l'autre, hey, c'est pas juste de scorer dans une game de hockey. Puis là, moi, je vais dire, ben, ça reste la chose qui est la plus difficile à faire pareil au hockey, c'est de scorer des buts. Fait que si tu lèves le nez sur des gars qui scorent des buts, ben, tu n'en scoreras pas de buts parce que, tu vas avoir de la misère avec ça, là, Si on peut poursuivre un peu. Ouais, vas-y Pascal. Je pense qu'on s'en va vers la même place. Je pense qu'on parle souvent de la nouvelle LNH, là, le temps moderne. Est-ce que ça a changé dans les 10-15 dernières années la façon, ton travail dans le fond, de recruteur? C'est sûr. Je me souviens quand j'ai commencé, le directeur général McPhee, George, je me souviens, pas qu'il nous disait tel type de joueur de prendre ça, mais c'est sûr qu'il nous influençait. Là, c'est sûr qu'on avait peur de repêcher un défenseur de 5 et 10, 5 et 11. Là, Samuel Girard, là, j'aurais eu de la misère à prononcer son nom, même si je le trouve extrêmement bon. Là, il est bien fait pour l'hockey d'aujourd'hui. Je le voyais jouer pour Shawinigan, puis je me dis, il manquera pas son coup, lui, là, il est bien trop bon, là, il a bien trop le sens du hockey, il est bien trop dynamique, mais je suis franc avec vous autres, les gars, je vous dis, v'là 15-16 ans, là, j'aurais eu de la misère à ramener son nom. J'aurais eu carrément de la misère, parce que il m'aurait dit, comment? 5 et 10? Wow. Non, tous les défenseurs dans la Ligue nationale ont tous 6 et 3, 6 et 4, 6 et 5. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, là? Fait que, c'est pour ça que quand vous dites 15 ans après, moi, je l'ai vécu, puis vraiment dedans, là. Puis là, c'est une autre dynamique, là. Les défenseurs, là, tout ce qu'on veut, c'est que les gars sortent le puck, patinent, qu'ils soient 5 et 9, 5 et 10, 5 et 11. Ah ouais, là, mentionne son nom, dis-nous-les son nom, puis on va le piquer, là. C'est pour ça que je te dis, là, ça a été la grosse transformation depuis 15 ans. Là. Le type de défenseur. Là, que là, 15 ans, c'était des 6-3, 6-4, 6-5. Puis là, c'est des 5 et 10, 5 et 11, 6 pieds. Puis, une fois rendu au processus de repêchage, on connaît un peu
le fameux principe de liste des organisations. Là. Tu pourras peut-être nous en parler aussi dans ta réponse, mais ce que je voulais savoir, puis ce qu'un utilisateur aussi de vestiaire.ca nous a écrit comme question, parce qu'on a eu beaucoup de questions là, des auditeurs là, via nos réseaux sociaux. Puis SCA Chop de vestiaire.ca, il se demandait est-ce que le recruteur possède un gros pouvoir de décision sur le choix de l'équipe? J'aimerais ça que tu nous parles un peu du processus pour sélectionner un joueur. On arrive au repêchage. C'est-tu le DG qui a le dernier mot? Est-ce que c'est un consensus entre tous les recruteurs? Pourrais-tu nous en dire plus là-dessus? C'est sûr que pour les choix de première ronde, deuxième ronde, pour les choix early dans le draft, c'est sûr qu'il n'y aura pas de dépistage chef qui va aller contre le staff. Je pense que plus tard que tu vas dans le draft, plus tard tu t'en vas dans les dépisteurs de région, puis que si tel gars aime tel gars, ben plus qu'il t'en a passé, ben plus qu'il va en passer encore. Là, on pense dans mon époque à moi, Simon Ouellette qui travaillait pour les Flyers, puis Simon a été un super bon dépisteur. Mais Simon avait eu du succès avec des francophones. Fait que il y avait eu du succès avec Simon Gagné, avec d'autres. Fait que ça a fait que quand il s'est mis le choix de prendre Claude Giroux, ben c'est sûr qu'ils ont pris ça en considération. Oui. En considération. Mais je te dirais que le call se fait, là, pour répondre à ta question précisément, c'est le directeur gérant puis le dépisteur chef ensemble. OK, puis si mettons, je veux amener une sous-question à ça, ça arrive souvent qu'on voit des équipes qui repêchent plus dans certains secteurs, mettons, telle équipe aime plus la LHJMQ, la WHL, les États-Unis. Est-ce que c'est une surconfiance en tel ou tel dépisteur ou c'est juste un hasard, mettons? Je pense que c'est une surconfiance. Okay. C'est sûr que les Wings, quand ils ont eu du succès avec des joueurs suédois dans les rounds, à l'époque, il y en avait 9, là, 7, 8, 9. Fait que c'est sûr qu'il y avait du succès, puis les gars-là montaient puis jouaient. Fait que c'est juste normal que le directeur gérant des Wings ait confiance dans ce dépisteur-là. Fait que si t'en as d'autres, amène-moi-en, je vais te les passer. Là, fait que ça marche un peu de même, mais je te dirais, si je voudrais être franc, je te dirais que si tu fais le classement des meilleures équipes dans la Ligue nationale au niveau du dépistage, je pense que les meilleures équipes, c'est ceux-là qui ont moins de tal. C'est ceux-là qui mettons, qui sont étiquetés WHL puis qui repêchent tout le temps là. Ben, je pense que tu vas avoir de la misère comparativement à une équipe qui est homogène, qui repêche des Russes, des Suédois, des gars de la Ligue du Québec, des gars de la Ligue de l'Ontario un peu partout. OK. Ça prend une grande confiance. Ah ben, allez-y, bon, allez-y, j'allais changer de sujet. Non, mais ça, j'avais une autre question par rapport à ça. On voit un peu, ça a été un débat dans les dernières semaines là, au Québec. Tu as dû en entendre parler un petit peu. C'est sûr que ça touche un peu plus le Canadien, mais j'irais plus au sens large. La GMQ, parfois, on a l'impression qu'elle est un peu laissée de côté. Est-ce que tu crois que la CHL en général est laissée de côté de par le nombre d'années d'éligibilité avant de signer un joueur, mettons? C'est-tu un facteur qui influence beaucoup les recruteurs et les organisations? C'est sûr que ça aide pas. Puis c'est sûr qu'il faudrait que la NCAA change les règles parce que tu repêches un gars dans les 3 ligues ici au Canada, tu as 2 ans pour te décider pour le signer ou non, sinon le gars redevient dans le draft. Tandis que l'autre bord, quand tu repêches un gars qui s'en va à BU ou à BC, ben t'as comme 4 ans là, pour prendre une décision sur lui. Donc, tu sais encore plus si c'est un joueur ou non. C'est exactement ce qu'on a parlé tantôt. Ouais. C'est plus difficile de prédire qu'est-ce qu'il va devenir avec un gars du junior. Son niveau de projection et le gap est beaucoup plus grand que le gars qui est dans la Ligue américaine depuis 1 an ou 2. Puis là, tu le sais s'il va mourir dans la Ligue américaine ou s'il va être capable de faire la next step. Là. Mais justement, parlons-en du fait, à quel moment on se dit, il y a des gars que tu dois aimer beaucoup, que tu vois grandir. À quel moment tu dois en venir, puis ça doit changer selon les joueurs, au raisonnement que ça marchera pas, lui? Il y a des fois, je te dirais,
qu'un changement d'organisation, un nouveau coach ou quelque chose de même, ça peut pousser un joueur vers le haut ou vers le bas. Correct? Mais ça, faut que tu sois capable, comme dépisteur professionnel, d'être capable de voir ça. De voir que le gars ne produit pas, mais il y a une raison X, Y, Z en arrière de ça. C'est ça aussi le travail. Oui. Fait que, je pense que le bon dépisteur professionnel va être capable de prendre une chance sur ce gars-là et de dire non, j'avais vu de quoi quand il était junior, puis je pense qu'il y a de quoi à faire avec. Mais, on peut aussi se tromper, mais c'est sûr que la photo du joueur est beaucoup plus proche quand ils sont dans la ligne américaine que quand ils sont dans le junior. Ça prend beaucoup de confiance pour être recruteur, pour avoir justement beaucoup de confiance en ses moyens pour suggérer un joueur puis pousser pour que la formation en fasse l'acquisition. Mais ça prend aussi beaucoup d'humilité pour, à un certain moment, lâcher prise sur ce gars-là. Ça doit, des fois, quand t'as poussé pour qu'un joueur rejoigne l'organisation, après ça, que ton GM t'en parle puis tu dois y avouer, ouais, peut-être que je me suis trompé là-dessus. T'as raison, oui, t'as raison. Je me souviens, puis je veux pas parler de cas précis, mais ou de dépisteur précis, mais ça, c'est un autre trait de caractère qu'il faut qu'on ait comme dépisteur, de demeurer humble. Ouais. Parce que bien souvent, t'es super fier de tes bons coups, mais ils sont peut-être pas aussi nombreux que tu le penses. Et t'as peut-être penser puis dire des choses que t'aimerais avoir une deuxième chance aussi. On se trompe assez souvent. Là, Ben, mettons, si on s'avance un peu, là, on est entre nous. Là, je sais qu'il va y avoir du monde qui vont l'écouter, mais on est entre nous. Mettons tes meilleurs coups dans ta carrière. T'aurais-tu des noms à nous donner? C'est sûr que les deux qui m'ont donné beaucoup de crédibilité pour les Caps, c'est deux gars dans des choix tardifs. Mathieu Perreault, qu'on a repêché avec les Caps, puis Johnny Oduya. Fait que Johnny puis Mathieu, je sais pas le nombre de matchs dans la Ligue nationale qu'ils ont joué, mais si tu regardes au rang de repêchage qu'on les a pris, ben c'est sûr que c'est deux gars qui m'ont donné de la crédibilité, beaucoup ça. Comme j'ai dit tantôt, c'est sûr qu'en première ronde, assez souvent, le joueur fait l'unanimité dans le staff. Ça veut dire que c'est tout le monde qui peut prendre crédit de ce joueur-là. C'est sûr que dans les rondes un petit peu plus tardives, ben, ces gars-là n'ont pas été vus par tout le monde. Fait que moi, j'ai eu la chance que Ross Mahoney a vu, Mathieu Perreault a vu Johnny Oduya jouer. Fait que quand c'est venu le temps de caler le nom au repêchage, ben c'est sûr que le fait que le dépisteur-chef, que j'en avais parlé, il vient le voir jouer, puis il vient avec moi, puis ça a fait qu'on l'a repêché. Puis avec la pandémie, puis sûrement le scouting de vidéos qu'il y a eu pendant de mars jusqu'au repêchage, est-ce que ça a augmenté le nombre de visionnements pour tous les recruteurs en général? Parce que j'imagine que tu as fait du recrutement amateur un peu plus pendant la pandémie. C'est sûr qu'on a aidé un petit peu. C'est sûr qu'on a vu des vidéos sur les joueurs. C'est sûr qu'on le fait encore parce que, étant donné qu'on n'est pas capable de voyager encore, fait que, c'est un autre. Puis peut-être que c'est quelque chose qui, je pense que ça va de club en club pour le vidéo. Il y a des équipes qui sont un petit peu plus vidéo que d'autres. Nous, on en faisait. On a un site à nous. On a des banques sur les joueurs. Qu'on peut visionner, que je faisais. Des fois, quand je m'en vais en avion, je pars pour Chicago pour 5-6 jours, puis je vois 4-5 matchs. Ben, c'est sûr que dans l'avion, d'être capable de visionner le joueur, de voir ses dernières parties, ben ça aide que quand que je m'en vais à la game, ben là, tu sais, je n'en sais plus un peu sur le 10 joueurs qu'on veut avoir. Là. Fait que, c'est sûr que puis je pense qu'avec la pandémie, là, il y a plusieurs équipes qui vont se servir du vidéo beaucoup plus parce qu'ils vont peut-être avoir fait un draft qui va être au travers de des banques de vidéos. Là. Si tu ne reprends pas comme il faut, ben ça va être d'avoir vu des games qui se sont joués en Europe cette année, plus le game de l'année passée. Fait que, puis s'il y a des équipes qui ont du succès,
avec ces joueurs-là, puis que ça n'a pas été mêlé, que les listes n'ont pas été si mêlées que ça, mais c'est sûr que le vidéo va rentrer dans les scouting staff beaucoup plus que ça. Okay. On avait justement Alex Nico sur Twitter qui nous demandait si la pandémie allait changer les méthodes de recrutement. Je pense que tu as assez bien répondu à ça, mais à ton avis, est-ce qu'on risque de voir des joueurs qu'on pourrait qualifier un peu comme des petites perles, qui pourraient comme échapper aux recruteurs justement du fait en tout cas, c'est une projection en lien avec la pandémie, mais qu'on pourrait ne pas les rencontrer en personne, exemple? Oui, ça, c'est sûr que les premières rencontres, les premiers meetings que tu as avec les joueurs, tu essaies de gagner sur sa personnalité tout de suite. Mais ça se fait sur le Zoom pareil. Là, on en a fait cette année. Là, habituellement, il y a un combine qui est à Toronto qui amène les 100, 110 meilleurs joueurs. Cette année, ça n'a pas lieu. Fait que toutes les rencontres se sont faites par Zoom. Je sais que le dépistage-chef chez nous a fait beaucoup d'entrevues, puis a parlé avec les gars au travers Zoom. Est-ce que vous avez un combine personnel un peu comme le Canadien en Europe, vous autres, les Washington? Non, on n'en a pas. Non. Okay. Puis, on parlait du recrutement amateur, en fait, pour les rencontres, mais est-ce que ça se passe de la même façon au niveau du recrutement professionnel? Tu sais, je veux dire, si tu t'en vas, exemple, regarder des joueurs pour une possible transaction, j'imagine que vous pouvez pas les rencontrer. Donc, l'aspect du caractère du joueur, comment vous traitez ça à votre niveau? Ben, c'est sûr que ça aide, contrairement à l'amateur où ce que tu rencontres le jeune, le jeune est junior, tu essaies de le rencontrer après un match, à une pratique le lendemain. Tu parles à son coach, s'il est dans les invités du combine, mais tu vas avoir une autre chance de y reparler. Fait que, plus que tu prends de l'information sur le gars, mais tu peux y parler pareil. Tandis qu'au niveau professionnel, bien souvent, c'est des anciens joueurs, où ils passent, où ils ont un ami qui ont joué avec dans tel club. C'est le même que les échanges d'informations se font. Si le gars, c'est un bon gars, si le gars a plus de la difficulté à interagir en équipe un petit peu. Fait que c'est un peu cette transmission-là, c'est un peu cette différence-là qu'il y a entre l'amateur puis le pro. OK. Puis, c'est sûr que là, maintenant, tu es rendu plus au professionnel, de ce qu'on a pu comprendre, quoique parfois, tu es comme prêté au service amateur. J'ai cru comprendre dans un article, je pense que c'était le Quotidien qui t'avait rencontré. Le Quotidien, oui. Championnat mondial junior de l'année dernière, je crois que tu avais été prêté au tournoi pour aller scouter là-bas. Non, moi j'y vais parce que moi, ma description de tâche, surtout, c'est que je fais des rapports sur les prospects des autres équipes. Ça veut dire que j'ai un gap à peu près entre 18 et 22 ans. Cette fenêtre de 4 ans-là, fait que je fais des rapports sur les prospects des autres équipes. Fait que c'est ça. Fait que le championnat mondial junior, c'est sûr pour moi, c'est vraiment très bon parce que il y a beaucoup de joueurs repêchés. Là. Souvent, les Américains puis le Canada ont juste un ou deux joueurs éligibles au prochain draft. Le reste ont tous été repêchés. Fait que je te dirais depuis une quinzaine d'années, là, chaque championnat mondial junior, je suis là, puis je passe la semaine complète là. Le prochain, là, lui qui s'en vient, parce que le 25 décembre, risque d'être très relevé. Donc, j'imagine que tu vas avoir beaucoup de travail encore cette année. Oui, je vais le faire par là. On a su là, par l'entremise du website de la Ligue nationale de hockey que les scouts ne seraient pas admis pour le World Junior. Ça veut dire que je vais passer beaucoup d'heures durant les fêtes à regarder les games. Ouais, nous autres aussi. Ouais, nous autres aussi. Tu as mentionné que tu t'occupais de la tranche d'âge 18-22 avec une équipe comme les Capitals qui est dans les sommets de la LNH année après année au classement. C'est pas, il y a certaines équipes qui vont les chercher ces gars-là, qui vendent leurs joueurs pour aller chercher ces gars-là. Avec une équipe comme les Capitals, toi, t'es dans les joueurs un peu qui ont des plus petites valeurs, t'es dans pour voir qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard. Mais est-ce que des fois, t'as quasiment hâte que vous tombez dans un processus de reconstruction pour vraiment te sentir plus important dans ta tâche? Ou sur quoi tu te concentres?
C'est sûr que, on va peut-être avoir comme d'autres équipes, à reconstruire à un moment donné, là. C'est sûr que ça fait un 10-12 ans qu'on est super compétitif. Ouais, vraiment. Qu'on a une shot à chaque année. Fait que là, on l'a fait, par exemple, là, ça a été dans mes débuts un peu, là. Avec Ovechkin. Ouais, quand on a échangé Yager, puis Bondura, puis Gonchar, puis Hanson Carter, fait que puis on a réussi à reconstruire par la suite. C'est sûr que d'avoir mis la main sur Alex Ovechkin, c'est aide dans ton processus bien gros là. On l'a refait. Fait que peut-être que là, Ovi a 35 ans, il est peut-être bon encore pour 3-4 ans. Fait que, c'est sûr qu'on va avoir à penser à tout ça après ça. Mais vous avez une organisation qui est quand même un très bon développement, qui réussit souvent à trouver des perles. Fait que, je pense que c'est à cause de ça, sûrement que vous avez réussi à pas avoir une dynastie, là, mais pendant 10, 12, 15 ans que vous êtes compétitif. Donc, vous, au niveau de la philosophie de repêchage, je dis pas de répondre précisément à ma question, mais les fameux beaux morbos de fin de première ronde, est-ce que vous y allez tout le temps pour le coup de circuit ou bien vous prenez des choix plus safe ou que, mettons, là? Ben, je pense que c'est une bonne question, ça, puis je vais y répondre le plus franchement possible, puis avec mon cœur surtout, là. Je pense que qu'est-ce qui a fait des Capitals une équipe si compétitive que ça depuis 10-12 ans, c'est un peu ça. C'est que, étant donné qu'on a eu du succès avec Ovechkin, puis notre joueur vedette était russe, ben ça nous a. C'est sûr qu'on a mis la main sur des bons joueurs aussi, là. Carlson en fin de première ronde, Mike Green, Carlson était un gars qui jouait dans USHL. Green, il jouait à Saskatoon dans l'Ouest. Mais c'est sûr qu'on a eu beaucoup de succès dans les choix entre 20 et 30. Mais il y a des Russes qui ont glissé, puis qui n'auraient pas dû glisser. Mais étant donné qu'il y a des équipes qui étaient un petit peu plus frileux de repêcher des Russes, ben ça a fait que ces gars-là, nous, on n'avait pas peur de les prendre. Puis ça a fait qu'on a profité de ce petit cadeau-là, là, de cette petite tangente-là qu'il y a des équipes qui avaient peur. Je pense, pour dire la vérité, là, à Kuznetsov, si tu referais le draft cette année, là, je ne penserais pas là, qu'on l'aurait à 5 points. Il sortirait dans les 5 premiers, là, peut-être. Qu'est-ce que tu penses de repêcher selon ses besoins tôt en première ronde? Je pense qu'au football, tu peux faire si tu as de la misère en défensive, ben il y a moyen d'y aller par position beaucoup plus. Là. Je pense que dans le hockey, tout le monde dit que tout le monde dit ça pour avoir l'air beau et fin, là, mais je pense que la plupart des équipes font ça, par exemple. Ils vont avec le meilleur joueur qu'ils pensent disponible. Peu importe s'ils ont un surplus de défenseurs, ils vont y aller avec le meilleur joueur disponible tout le temps. Mais c'est qu'aussi les besoins changent tellement vite. L'exemple, c'est le Canadien, la ligne de centre qui était un besoin il y a une couple d'années, puis là aujourd'hui, ben il y a du monde qui dit qu'on a trop de centre, ce qui est pas vrai, mais c'est là qu'on voit que les besoins changent vite, puis c'est une preuve un peu que tu peux pas repêcher selon tes besoins tôt en première ronde. Non, puis je pense que plus que tu as des bons joueurs de centre dans une organisation, je pense que tu seras pas mal pris parce que tu vas avoir toujours moyen de bouger ces gars-là à l'aile. Oui, c'est ça. Les assets. Si on revient, exemple, au repêchage de cette année, tu mentionnais tantôt, Martin, que l'organisation des Capitals pouvait justement se permettre de prendre quelques risques en première ronde, considérant que l'équipe va bien, on aspire aux séries, on aspire à la coupe. Puis tu parlais aussi de repêcher le meilleur joueur disponible. Est-ce que c'est un peu la philosophie qui a été adoptée pour repêcher Hendrix Lapierre cette année? Un petit gars de chez nous. Oui. Je pense que c'est sûr que Hendrix avait eu, moi j'étais pas là, mais à ce qu'on me dit là, de qu'est-ce que les gars ont dit au sein de l'organisation, au championnat mondial des 18 ans et moins là, avait été super bon. Ouais, sensationnel. Je pense que ça avait cliqué super bien avec Cole Perfetti. Je pense que les deux ensemble ont vraiment été bons. Puis je pense que ça avait resté dans la tête de notre dépisteur-chef, ça, qui avait eu un super tournoi, puis Ross, tout au long de l'année, demandait des infos à notre dépisteur amateur au Québec, à Alan Hayward.
Il demandait à Allen des informations, comment est-ce que Hendricks allait, puis quand est-ce qu'il allait revenir au jeu. Puis, tu sais, il y avait une grosse intérêt là de Ross là au niveau de Hendricks. Puis, je pense qu'ils ont pris les informations nécessaires au niveau de ses commotions cérébrales, puis c'était quoi vraiment. Puis, fait que, tu sais, ça a tout été investigué de la bonne façon, puis ça a fait qu'on a réussi à mettre la main sur Hendricks. Je pense que puis on a transigé aussi là, pour l'avoir, parce qu'on avait peur de le perdre. Fait que ça aussi, ça dit de tout l'intérêt que le dépisteur-chef et le directeur gérant avaient pour lui. Est-ce que c'est un joueur que tu as scouté un peu pendant la pandémie par vidéo? Ouais, je suis allé, j'ai eu la chance de le voir live. Juste le week-end avant le draft, ils ont joué contre Bécomo. Puis j'étais là pour les deux parties, puis il avait été super. Là, avec Mercer, oui. Il avait joué deux gros matchs, puis non, fait que on est bien contents. À quel point le début de saison de la LHJMQ avant les débuts de saison OHL, WHL a pu avantager les espoirs de la LHJMQ, parce que on l'a entendu beaucoup dans les médias. Est-ce que ça a vraiment eu un impact? Ça, je sais pas. Je sais que André Tourigny était là. C'est lui qui coach le World Junior cette année. Fait que les deux matchs que j'étais là, moi, à Chicoutimi, cette fin de semaine-là, André était là. Fait que, d'après moi, il a vu les mêmes choses que moi, là. Fait que Hendrix Lapierre a eu une invitation pour le World Junior cette année. Fait que, non. Puis, un bon début de saison. C'est sûr que ça va être difficile pour lui, André, cette année. Là. J'aimerais pas ça être dans ses souliers, là, parce que, les Finlandais et les Suédois, là, ceux-là qui jouent dans les ligues de la Finlande, ont tout entrepris leur saison puis jouent, tandis que nous, ça va partir d'un camp, je pense, pendant 3 semaines, un mois, puis les gars n'auront pas beaucoup joué, là, fait que ça risque d'être un petit peu plus difficile pour le Canada cette année, je pense. Bon, mais ça va quand même être un club pacté, fait que on espère que ça va lever. Comme chaque année. C'est sûr. Si on reste sous la thématique du World Junior, selon ton expertise cette année, les joueurs à surveiller, selon toi? Je dirais pas de nom précisément, là, parce que je veux pas qu'il y ait gens qui aiment plus tel joueur que d'autres. Mais c'est sûr que tu vas avoir. Ça risque d'être les mêmes pays pareil, là, le Canada, les États-Unis, les Russes, les Finlandais, fait que les Suédois. Ça reste tout le temps à être les 4-5 mêmes pays tout le temps. J'ai hâte de voir les Allemands, voir à quoi ça va ressembler cette année, parce que ça a bien été l'année passée. Oui, c'est sûr, oui, c'est vrai. Puis surtout qu'il y a Steitzel qui est parti cette année, qui va revenir encore plus fort. Puis je sais pas si Steitzel a 19 ou 20 ans, là, le capitaine en arrière. 2019. Je pense. Un régulier. Ah ouais, c'est vrai. Le cas, t'as nommé Stützle, ça me fait penser à une question. Qu'est-ce que tu penses en fait des gars qui, plusieurs mois avant le repêchage, sont plus ou moins dans les discussions pour sortir haut? Je pense à Stützle, je pense à Kotkaniemi, par exemple, puis que dans les mois, à Sanderson aussi, qui est un bon exemple, qui dans les mois avant le repêchage monte en flèche. Est-ce que tu trouves que c'est un jeu dangereux de repêcher un gars comme ça dont on parlait pas trop avant le repêchage, puis que là, on semble voir une accélération dans la courbe de développement qui fait que finalement, on prend ce gars-là top 5, top 10? Je pense que pour bien répondre à ta question, je vais te dire que les meilleures équipes qui repêchent sont ceux qui suivent la progression du joueur comme il faut, de son année underage à son année de draft, puis dans son année de draft, comment est-ce qu'il a commencé la saison, puis comment est-ce qu'il l'a fini. Que la deuxième moitié de saison, souvent, est super plus indicative que toutes les autres d'avant. Fait que si le gars a tout le temps tendance à progresser puis à monter, puis à son année de repêchage, une bonne deuxième moitié de saison, ben assez souvent, tu te trompes pas là, si tu fais tes devoirs comme il faut. Donc là, on regarde le début de saison cette année en Europe qui s'est fait avant le repêchage. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup influencé les rangs de certains joueurs?
Oui, non, tu sais, je sais pas. Je pense que c'est une question qui ça doit dépendre de chaque organisation, là, tu sais. Je sais pas comment que les autres organisations opèrent, là, tu sais. J'ai été avec la mienne pendant 21 ans, 22 ans, fait que c'est difficile, là, tu sais, mais, tu sais, mais sauf qu'il y a d'autres dépisteurs que, tu sais, ça fait 5-6 clubs qui font, fait qu'eux autres sont plus en mesure de voir, ah, tel club faisait ça, un autre faisait ça, là, tu sais. J'imagine que le fait que le hockey est terminé en mars, ça l'a, tu parlais de la deuxième saison, la deuxième partie de la saison est vraiment importante, puis les séries aussi, j'imagine. Donc, j'imagine que le fait que les saisons ont terminé en mars, que ça a vraiment affecté, ça a été négatif au niveau pas des rangs des joueurs, là, mais au niveau de la fenêtre pour voir la progression d'un joueur. J'imagine que ça n'a pas aidé. C'est sûr que c'était un petit peu plus difficile, tu sais, puis c'est encore, tu sais, le fun de voir le championnat de 18 ans et moins Oui. live que de le voir, tu sais, sur vidéo qui n'est pas eu par tu sais, fait que, tu sais, je pense que ça nous a privés de ces indications-là qui sont assez importantes pour certains clubs. Fait que, tu sais, on va voir dans quelques temps si les choix de repêchage qu'on a fait cette année sont bons ou non, puis quels clubs ont mieux fait leur devoir que d'autres. Je terminerai peut-être, Martin, avec une dernière question. Considérant ton expérience en tant qu'entraîneur dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, dans laquelle j'ai joué, c'est pour ça un peu là, que, que j'ai eu l'idée de t'inviter sur le podcast. Je sais que tu as coaché pour les Alouettes, pour les Diamants, puis pour les Voyageurs de Saguenay aussi. Est-ce qu'une carrière de coaching pourrait t'intéresser éventuellement, que ce soit dans la Ligue américaine, dans le junior majeur ou peut-être même éventuellement dans la Ligue nationale? Non, tu sais, à 52 ans, c'est un peu trop vieux. Je pense que, tu sais, il me reste peut-être, je sais pas, moi, 10 ans de scouting à faire, puis après ça, tu sais, je vais plus penser à la retraite. Puis c'est la raison pourquoi j'ai arrêté le baseball junior aussi. C'était une passion pour moi. J'aimais ça Ouais. coacher. Tu sais, j'aimais ça mener un groupe de gars de 18 à 22 ans, puis d'être en charge, puis tu sais, de les mener de la bonne façon. Fait que, tu sais, si j'ai arrêté, c'est juste parce que j'étais rendu à quelque part d'autre dans ma vie, puis tu sais, j'avais plus la même fougue puis le même feu sacré que quand j'avais 25, 30 ans. Fait que, tu sais, je pense que dans le scouting, je suis bien où ce que je suis là. Non, une carrière de coaching dans le hockey là, ou dans le baseball professionnel, c'est plus dans mes pensées, puis principalement à cause de mon âge. C'est bon. Ben, les boys, je vais juste vérifier avec vous. Aviez-vous d'autres questions avant qu'on se laisse là-dessus? Pour moi, c'est correct. On a fait un beau tour. Je pense qu'on pourrait l'avoir en infini, mais non, c'est Ouais. Ouais, c'est ça l'affaire aussi, là. Moi puis l'Archie, Effectivement. on s'occupe beaucoup des espoirs pour le site ou sur le hockey.com. On regarde beaucoup ça sur des plateformes vidéo, vu qu'on n'a pas le temps avec notre travail et tout de... Les gars, je souhaite qu'il y ait quelqu'un qui vous donne une chance à quelque part parce que, tu sais, vous avez ça. Vous avez cette passion-là. Fait que, tu sais, si vous le faites puis vous prenez ça à cœur de même, ben, vous avez déjà ça de plus qu'un paquet de monde qui aimerait ça faire ça. Fait que, tu sais, il s'agit juste qu'il y ait quelqu'un qui vous ouvre une porte à quelque part puis que vous rentrez dedans puis que vous y allez puis que vous faites votre chemin avec ça. Là, La bonne place au bon moment. Exact. C'est souvent une question de timing, Merci effectivement. Ben, Martin, on te remercie énormément de ta générosité pour tes réponses, pour ta disponibilité. Puis on va souhaiter une bonne saison aux Caps également. Puis on va souhaiter que tout se passe bien là, au niveau de ton travail puis au niveau de ta famille aussi. Là. Merci. Vous êtes super correct, les gars. Puis bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là. Good. Bye. Wow! Ah, c'était hot. Ouais, on a eu de l'info là, vraiment pertinente pour vrai. J'espère vraiment que les gens qui vont nous écouter vont avoir apprécié cette petite entrevue. Ben petite, je pense qu'on a roulé une couple de minutes quand même. Ben, je pense que c'est au-dessus d'une heure. Ouais, je pense que c'est pas loin d'une heure, aux alentours d'une heure. Là. Il est quelle heure? Mais non, c'est vraiment le fun de savoir, d'en apprendre plus sur la différence entre le recrutement
amateur et professionnel. Pour vrai, moi, Ouais, vraiment. je pense choisir un des deux, recruteur professionnel avant recruteur amateur. Parce que tu touches un peu aux deux, tu sais. Tu scoutes des jeunes pour l'organisation, mais en même temps, tu scoutes, tu sais, des gars AHL, NHL pour d'éventuelles transactions. C'est trippant au bout. Il y a peut-être un peu moins de hasard aussi. Il y a moins de projection et tout, là, bref. Ben, c'est deux expertises différentes. Mais moi, je suis ben trop têtu. Un gars comme Brännström, là, moi, jamais j'oserais. Même, il serait rendu à 32 ans. Je serais comme, non, tu touches pas à ce gars-là, tu le gardes. Là. Même s'il est encore dans la Ligue américaine à 32 ans, là. C'est sûr que le côté émotif est quelque chose. Là. Il doit pas être présent, mais il doit l'être pareil un peu parce qu'il faut que tu défendes ton point. Mais c'est de là quand j'ai amené le point qu'il fallait que tu aies vraiment confiance en toi, mais qu'à un moment donné, il fallait que tu lâches prise sur un joueur aussi. Là. Ouais. Mais bref, merci les boys pour votre participation, les questions, pis tout. On s'était préparé un peu là, pour ceux qui nous écoutent, on s'était préparé, mais on avait surtout fait appel aux gens sur les réseaux sociaux. Puis on a eu plusieurs questions là. Je pense à Rick P sur Twitter, David Boom sur Twitter également, SCA Chop sur vestiaire.ca. Nightwalker, on va tous les nommer, là, regardez. Ouais. Alex Nico sur Twitter, JD Lagrange également, sa question sur la LHJMQ, la CHL, tout ça, c'était très intéressant également. Stéphane Gendreau, Calopsia sur HF Boards et Alex Brovechkin, 8 sur HF Boards. Merci à tout le monde d'avoir envoyé vos questions. On vous a pas nommé à tout coup parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'informations qui se répondaient. Ouais, il y a beaucoup d'informations qui se répondaient par eux-mêmes. Donc, merci de l'implication à tout le monde. On remercie encore Martin Pouliot pour son temps. Puis, je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour ceux qui écoutent sur YouTube ou sur Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en vidéo. Abonnez-vous à nos plateformes audio, Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio. Nos audios sont également disponibles sur notre site web. Nos vidéos également sont disponibles sur notre site web. Donc, on vous remercie bien gros en espérant que le contenu de cet épisode vous ait plu. Puis, on va se dire à une prochaine fois.